Jennifer Verma. Bonjour tout le monde, bonne année et bienvenue à notre premier webinaire post-projet collaboratif Inspired. La première partie a lieu aujourd'hui et la deuxième demain. Aujourd'hui, nous allons parler du maintien des acquis et de l'élargissement de la portée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre vice-président programme Steven Samus, de Darcy Marcignoc, directeur médical du programme de gestion des maladies chroniques de Mieux Vivre, une des équipes participantes au projet collaboratif. Bienvenue, Dr. Marcignoc. Et à Halifax, Dr. Graham Rocker, directeur médical du programme Inspired. Bienvenue à tous. Ici même en studio sont présents également Claudia Amar, nos productrices Kelly et Sheena, ainsi que Megan Rossiter qui nous téléphone du Nouveau-Brunswick. Pour nombre d'entre vous sont en ligne. Certaines équipes arrivent progressivement. 19 organismes, participation de toutes les provinces canadiennes. C'est un facteur très important lorsqu'il s'agit de la pérennisation de ce genre de travail, car c'était un intérêt que vous aviez tous en commun, améliorer les soins pour les personnes vivant avec la MPOC modère assévérée grâce à l'approche Inspired. Alors, toutes les équipes qui sont en ligne, nous voulions que vous songiez à ces questions. Nous allons en parler de ces thèmes et nous voudrions que vous commenciez à signaler vos réponses et vos observations en réponse à ces questions très pragmatiques. Megan Rossiter va copier-coller ces commentaires dans la boîte de dialogue, les questions plutôt dans la boîte de dialogue. Plus d'un an après le début du projet collaboratif, de quoi avez-vous besoin pour pérenniser vos efforts? De quoi avez-vous besoin pour en assurer la diffusion, la mise à l'échelle, que ce soit localement, au sein de votre organisme ou de votre personnel, ou à l'échelle régionale, à l'échelle provinciale? Qui ou quelles agences peuvent, d'après vous, faciliter la tâche à cet égard? Et en particulier, comment la FCASS peut-elle vous aider? Un petit peu de positionnement lorsqu'on considère la progression vers la pérennisation et la montée en échelle du changement. Voici à quoi une version abrégée pourrait ressembler. On commence par songer aux conditions gagnantes pour que cette amélioration prenne racine à l'échelon local. Il faut commencer à réaliser des premiers gains et puis on passe à la phase du maintien des acquis et de l'élargissement de la portée. Donc, pour en revenir à ce que nous sommes efforcés de faire dans le cadre du projet collaboratif, nous avons cherché d'abord à chercher les équipes à aider les équipes à évaluer les questions locales, concevoir donc un projet avec l'aide d'Inspired comme source d'inspiration, commencer la mise en œuvre et puis évaluation. Vous pensez qu'on aura passé beaucoup de temps en mode de mise à l'essai, que vous êtes à présent en phase de même mise en œuvre et vous réfléchissez à la pérennisation maintenant que le financement initial a pris fin. Et vous vous demandez également comment monter en échelle. Comment est-ce que nous pouvons continuer à rejoindre tous les patients qui pourraient bénéficier de ce projet au sein de notre organisation, de notre région, même peut-être avez-vous des ambitions encore plus grandes encore. Alors, un modèle plus pragmatique des changements à grande échelle. On commence donc en haut à gauche, nécessité d'apporter des changements. C'est par là qu'on commence. Ensuite, on essaie de reformuler les enjeux d'après le contexte local. On commence à faire participer, entrer en contact avec les autres, ce qui entraîne des changements pragmatiques dans de multiples processus, la façon dont vous énoncez le problème, la façon dont vous énoncez la conception de la solution. Et à mesure que vous suscitez davantage d'intérêt, encore une fois, les enjeux sont formulés, reformulés. Après quelques temps, peut-être certains d'entre vous y parviennent déjà, vous commencez à créer une norme pérenne. Vous avez atteint ou peut-être un plateau, ou encore vous constatez que vous êtes à court d'énergie. Un certain temps, donc ça arrive dans les soins de santé, ou ailleurs, on vit avec les résultats, les conséquences des initiatives que nous avons mises en œuvre jusqu'à ce qu'à un moment donné, on identifie la nécessité de changements plus étendus. C'est semblable à ce que le panel fédéral sur l'innovation en santé a publié en 2015. Si vous commencez donc en haut, donc cheminement de l'innovation, les besoins et priorités du système de santé, on commence par identifier les besoins et priorités.
Ensuite, on mobilise les partenariats, on fait de la recherche-développement, on met à l'essai, on met en œuvre, et puis à un moment donné, on se demande à quoi ça ressemblerait à l'échelle pour toute une province, tout un système. Le National Health Service qui continue de se classer au numéro 1 parmi les pays du Commonwealth Fund au niveau de l'amélioration déclare les efforts de changement à grande échelle ne seront efficaces que si l'on accorde autant d'attention à la pérennité du changement qu'à toute autre question liée au projet. La pérennité est le résultat d'un engagement d'envergure, de nombreuses activités de renforcement et de la confiance dans la nouvelle façon de faire les choses, le tout se traduisant par un changement de mentalité. Vous voulez changer les activités au jour le jour, mais il s'agit fondamentalement d'un changement de mentalité. Donc, il convient, afin de maximiser le potentiel de la pérennité, de la prendre en considération dès le début de vos travaux. Comment pouvons-nous nous assurer que tous les efforts d'amélioration soient fortement susceptibles d'être adoptés? Ce modèle est proposé par le Dr. Chris Hayes, directeur médical de l'hôpital St. Michael's. Il a reçu une bourse Harkness FCISS à l'Institut for Healthcare Improvement à Boston. Compte tenu de la conception de l'innovation, de ce que vous demandez aux gens de faire et de la stratégie de mise en œuvre. Donc, comment demandez-vous aux gens de le faire? Alors, songez à quelqu'un qui travaille dans la stratégie de mise en œuvre, la valeur qu'il y accorde, la charge de travail, la capacité d'accomplir ce travail. Je vais vous donner deux scénarios. Scénario 1, vous n'avez pas réfléchi la valeur que ceux qui entreprendront le changement en tireront. Ça va augmenter leur charge de travail et ils ont une capacité très limitée d'y parvenir. Cela va souvent entraîner un surmenage de la lassitude face au changement, le cynisme, l'erreur, les solutions de rechange. Et malheureusement, les résultats escomptés ne sont pas atteints si vous n'y avez pas réfléchi dès le début. Donc c'est, disons, une prédiction qui se réalise d'elle-même. Songez à une situation où vous avez obtenu le soutien, l'adhésion de ceux qui vont mettre en œuvre ce changement. Cela se situe dans les scénarios qu'ils ont vus en première ligne. Vous avez réfléchi à la manière dont vous pouvez introduire ça dans la recherche de travail, une étape à la fois, et vous avez contribué à créer la capacité pour qu'ils parviennent à le faire. Cela va permettre l'adoption d'un changement de manière plus pérenne qui contribue à l'atteinte des résultats escomptés. Ça paraît très simple. L'hypothèse du Dr. Hayes est la suivante. Les initiatives de changement qui n'ajoutent pas de charges supplémentaires de charges de travail qui ont une forte valeur perçue sont plus susceptibles d'être adoptées. Elles réduisent le fardeau en milieu de travail et permettent d'atteindre les résultats escomptés. Et on essaye donc de concevoir une initiative en ce sens d'une valeur perçue, d'une charge de travail minime et d'une adoption durable. Chris Hayes a envisagé plusieurs systèmes de santé à haute performance et il s'est demandé comment ces systèmes peuvent-ils s'assurer que les gens croient en leur travail, ont la capacité de le faire et soient capables de le faire. La réponse est parce qu'il pose systématiquement ces questions très pratiques. Donc la participation des utilisateurs, est-ce que ceux qui entreprennent le changement, médecins, autres membres du personnel, patients eux-mêmes, est-ce qu'ils participent au changement? Harmonisation et planification. Donc, l'initiative de changement correspond-elle aux objectifs de l'organisme et de l'équipe? Sa mise en œuvre a-t-elle été planifiée efficacement et à l'avance? Ensuite, la disponibilité des ressources. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre sont-elles disponibles? La charge de travail. Quelle est la charge de travail associée à l'intervention? La complexité. Quel est le degré de complexité de l'intervention? Et enfin, l'efficacité. Dans quelle mesure? Comment pouvons-nous déterminer que cette intervention permettra d'atteindre les résultats escomptés? Quelles sont les données probantes? À présent, je vais donner la parole à Graham Rocker. Graham Rocker qui va passer en revue des mises à jour sur les données du programme MPOC d'Halifax. Il va prendre en compte les questions de pérennisation. Ensuite, Darcy Martiniuk a très aimablement accepté de revenir nous parler de son programme Mieux vivre à Winnipeg. Plus généralement de son expérience dans les initiatives de changement. Et enfin, Graham Rocker va nous dire, Stephen Samis plutôt va nous dire comment est-ce qu'on peut mettre au point donc un argumentaire approprié. À l'issue de chaque partie de la émission, nous allons, le cas échéant, répondre à vos questions. Et je vous demande de prendre quelques temps pour répondre aux questions que Megan Rossiter a affichées dans la boîte de dialogue. Graham Rocker. Dr. Graham Rocker, bonjour.
Bon, toutes les équipes connaîtront cela, mais ça vaut la peine de répéter un petit peu. Voici une diapositive qui résume la conception actuelle de Inspired, les interactions au niveau hospitalier dans la communauté. Vous pouvez voir en haut à droite la charge de travail axée sur l'hôpital et les autres aspects du plan qui se réalisent dans les 4 visites dans la communauté. Inhalothérapeute, formation, soins spirituels, soutien, rappel aux familles qu'ils ont une ligne qu'ils peuvent utiliser pendant les heures d'affaires. Importance attachée à la planification des soins de façon appropriée. Alors, si vous me connaissez, vous saurez que ça ne peut pas être une de mes diapositives parce que j'ai rarement plus de 3 lignes sur une diapo ces jours-ci, mais c'est le genre de diapositive dont vous aurez besoin pour convaincre vos administrateurs que vous maîtrisez vraiment la situation. Vous devez savoir quel est votre objectif principal, quelles sont les forces mobilisatrices primaires qui vous permettront d'y parvenir. Je n'ai pas l'intention de passer cela en revue en détail. Vous avez accès à cette information, vous pouvez passer en revue, mais il y a toujours des forces mobilisatrices secondaires qui sont énumérées sur la droite, des éléments qui joueront un rôle important dans la mise en œuvre, dans le déroulement du programme, des éléments qui pourraient vous amener à réorganiser votre programme en fonction des rétroactions. Donc, c'est une diapositive conceptuelle, mais je pense qu'elle est importante pour planifier la façon dont vous pourriez aller de l'avant. Et tout cela figure en large part dans la nouvelle trousse de mise en œuvre que nous avons créée pour les nouvelles équipes, pour les équipes expérimentées, qui reprend les idées, les initiatives et les facteurs qui permettront d'augmenter la probabilité de succès. Alors, nous avons participé à quelques publications récemment, une recension dans Chest qui est apparue en septembre, qui évoquait les soins palliatifs pour la maladie pulmonaire, mais s'agissant aux patients atteints de MPOC, nous avons déclaré que parce qu'ils n'ont pas accès à des modèles alternatifs et intégrés de soins qui soient fiables, de nombreux patients atteints de MPOC avancés font appel à des interventions épisodiques ou aux services d'urgence pour gérer la recrudescence de leurs symptômes, se retrouvent pris au piège dans une succession inexorable de visites aux urgences, d'hospitalisation, de congés, qui les ramènent dans un système de santé qui n'a initialement pas su répondre à leurs besoins en attendant la prochaine exacerbation ou la prochaine poussée de dyspnée. Ça, c'est la réalité pour beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de nos hôpitaux à l'heure actuelle. Et ça se poursuit, c'est un cercle vicieux que nous devons rompre. Bon, voici les dates clés pour le financement. Inspired n'a pas surgi hier. Il a été précédé par plusieurs années de recherche financée, la FCASS et d'autres. Nous avons beaucoup appris des premières recherches qualitatives sur la compréhension de l'expérience des patients et des soins de santé. Quant au fardeau de la MPOC, nous avons pu obtenir un financement pour un projet pilote en 2010 qui nous a permis donc d'amorcer la machine. Il ne s'est jamais vraiment agi d'une étude de recherche. Il s'agissait donc d'une montée en échelle par rapport aux leçons tirées des études précédentes. Ça nous a pris plusieurs années d'obtenir le financement de base de Capital Health. Cela a été fondé sur les données démontrant notre succès que nous avons montré. Et je n'ai pas été suffisamment, je ne me suis pas surpris suffisamment tôt pour parler à des vice-présidents influents le plus tôt possible. L'un des conseils, c'est de faire participer avec vous dans votre progression des personnes d'influence, et Darcy Martignouk va en parler davantage en détail. Et nous avons bénéficié d'un financement donc du programme de base. Nous avons pu développer notre programme, pas tellement. Je dois continuer d'être convaincant
Et de temps à autre, nous espérons pouvoir recruter donc des inhalothérapeutes, des spécialistes des soins spirituels, etc. Nous développons notre programme, nous accueillons des patients qui ont des maladies moins sévères. Notre projet est présent en salle d'urgence pour les patients qui ne sont pas admis. Ça, c'est une étude de recherche qui est en cours. Bon, vous êtes au courant du projet collaboratif pan-canadien, les 19 équipes. À l'automne, quelques 660 patients sont inscrits. C'est formidable et nous avons vu d'excellents résultats et qui reflètent ce que nous avons pu, à bien des égards, réaliser à Halifax. Nous avons étudié diverses analyses au fil du temps. En côté de juin cette année, nous avions 370 patients inscrits, dont 178 au bas du schéma étaient considérés comme constituant un nouveau groupe des patients qui avaient vécu toutes les phases du programme Inspired et qui avaient survécu pendant au moins 6 mois. D'autres patients qui se sont soustraits au fur et à mesure pour diverses raisons, faute de temps pour le suivi, parce qu'ils n'avaient pas la MPOC, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce diagnostic de temps à autre, et il y en a qui n'ont pas rencontré de prestataire de soins spirituels. Et à l'heure actuelle, on se base donc sur 178 participants à part entière. Donc, à compter de juin de cette année, vous voyez ce genre de tableau. Donc, pour les 178, dans les 6 mois avant leur admission au programme, il y avait 365 visites aux urgences, 210 hospitalisations et les patients ont occupé 2044 jours-lits. Pendant les 6 mois qui ont suivi le programme Inspired, vous voyez la réduction, le pourcentage est là dans la troisième colonne. La réduction des visites aux urgences, des hospitalisations et des jours-lits ont diminué de quelques 60%. On a parlé de l'aversion au coût dans les webinaires, d'après 1 000 $ par jour pour un lit d'hôpital, d'après les données de Nixon, 1230 quelques jours. Pour cette cohorte de patients, quand on s'attendrait, à cause de la sévérité de leur maladie, que leur occupation de lit augmenterait plutôt que diminuerait. Donc, un évitement de coûts de 1 200 000 $. Et si l'on tient compte des coûts du programme, les économies sont au moins le double des coûts annuels du programme. Donc, le programme fait plus que ses frais. Nous avons procédé à une rapide analyse économique qui a été publiée en 2015 dans Clinical Investigative Medicine. Basé sur la cohorte intégrale, nous avions 131 patients à l'époque qui constituaient le groupe homogène. En calculant le coût du programme, les divers équivalents temps partiels, 131 patients, nous avons trouvé ce concept du nombre de seulement 26 patients devaient achever le programme intégral pour parvenir à une économie d'environ 100 000 $. Je pense que ce n'est pas trop mal. Ça ne prend pas longtemps pour faire subir un programme comme Inspired à 26 patients et 100 000 $. Ça peut certainement vous permettre de vous payer un inhalothérapeute pour gérer votre programme. Ce sont des données qui sont bien utiles lorsque vous parlez aux responsables financiers de votre établissement. Donc, très brièvement, quels résultats nous avons obtenus au fil du temps? Nous en sommes à un stade relativement précoce. Ça fait quelques années que nous travaillons au programme Halifax. En juin 2015, vous pouvez constater la réduction des visites aux urgences, des hospitalisations, des jours-lits par rapport au point où nous étions l'année d'avant ou il y a 2 ans auparavant. Et nous avons un niveau de 50 à 60%, assez raisonnable. Je ne suis pas étonnant qu'il y ait une légère baisse par rapport à 72% il y a 2 ans. Il y a plus de patients et il y a des gens qui
qui ont moins dont la maladie est moins sévère, mais il semble s'agir d'une réduction durable que nous espérions réaliser. Là où je pense que nous gagnons, c'est la notion de la réduction de la proportion de patients qui continuent de revenir. Alors donc, au début, il y a 2 ans, parmi les patients qui achevaient le programme, 22% ont été admis 2 fois ou plus dans une période de 6 mois, diminuant jusqu'à 4% après le programme Inspired. Et de la même façon, 21% de nos 178 patients ont eu 2 réadmissions ou davantage dans une période de 6 mois et 9% à ce niveau-là par la suite. Donc, je crois que c'est là où il y a le plus intéressant, c'est de signaler ceux qui ont recours régulièrement donc au service, comprendre pourquoi et mettre en place des mesures qui permettront de modifier ce comportement. Beaucoup d'entre vous ont vu cette diapositive. Avec le lac gelé, le quai de mes voisins ne ressemble pas du tout à ça. Il faut être prêt à changer. Vous n'arriverez pas à changer à moins de pouvoir revenir en arrière, voir ce qui se passe dans votre établissement si vous voulez changer. Il faut connaître les processus qui sont en cause dans tout votre établissement, l'effet qu'ils pourraient avoir sur vous et l'effet que vous pourriez avoir sur eux. Anticipez les obstacles et mettez des structures en place pour les surmonter. Il y a les personnes qui ont un point de vue négatif dans les soins de santé, ceux qui pensent sans donner, qui pensent qu'ils ont toujours fait les choses de telle façon pour une bonne raison et qui ne voient pas de raison de changer. Il y a toujours une raison de changer, surtout s'il s'agit d'un changement dans une direction positive. Nous avons appris qu'il faut se focaliser sur des solutions rapides et en parler. Dites-le aux gens, parlez-en. Alors, je donne la parole à Jen et Darcy. Jennifer, vraiment. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions dans la boîte de dialogue pour l'instant, nous allons passer tout de suite à Darcy Martiniuk, mais je vous encourage à songer à certaines questions, songer aux points saillants des recommandations de Grimm, du Dr. Rocker. Lui et son équipe à Halifax ont continué de trouver des possibilités de recherche comme voie pour continuer à développer l'initiative Inspired. Nous serions curieux de savoir si d'autres entreprennent des recherches universitaires semblables ou si vous envisagez d'autres sources. Comme le Dr. Rocker a donné l'exemple dans son exposé, mais je donne la parole au Dr. Martiniuk. Dr. Darcy Martiniuk. Merci beaucoup. Donc, mon rôle pendant les quelques minutes à venir consiste à personnaliser certains des travaux de base dont Jennifer Verma a parlé dans l'expérience qu'a eue le Dr. Rocker dans son programme Inspired, en me concentrant sur la pérennisation des gains, la durabilité et, bon, si la possibilité s'en présente, la montée en échelle. Alors, bon, les hypothèses. Alors, pour soit pérenniser un programme, soit le mettre à l'échelle, vous devez pouvoir faire état des travaux que vous avez accomplis. Alors, si vos hypothèses ne se sont pas vérifiées, il faut arrêter et remplir les blancs. Donc, par exemple, est-ce que vous avez démontré des avantages? Est-ce que votre programme fonctionne? Est-ce qu'il fait ce que vous aviez dit qu'il ferait? Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que nous avons été trop ambitieux? Est-ce que nous avons trop promis? Nous avons commis une erreur? Est-ce qu'il y avait des influences externes, etc. Parce que vous allez devoir d'abord comprendre pourquoi et vous réoutiller, vous reconcentrer et réessayer. Mais vous allez également devoir dire pourquoi aux gens afin qu'ils ne considèrent pas ça comme étant un échec. Parce que s'ils conçoivent ça comme un échec, vous aurez peu de nouvelles possibilités. Ensuite, relier les avantages au niveau clinique. Il faut démontrer la valeur. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais avec les économies étant ce qu'elles sont, les pressions, les sensibilités dans le système de santé, tout le monde veut que vous en fassiez plus pour moins.
ils vont en prendre plus pour le même montant, ils ne sont pas tellement réceptifs à en prendre plus pour un coût plus élevé, mais à moins que vous n'ayez de très très bonnes données. Ils pourraient accepter quelques coûts initiaux, mais à long terme, on n'est pas très réceptif à ce que les budgets augmentent beaucoup, au moins au début. Mais si vous pouvez démontrer les avantages, si vous pouvez démontrer la valeur, relier ces avantages, quel est le coût, les réussites que vous pouvez y relier pour le système et pour les administrateurs, les personnes qui animent ce système, c'est un bon début. Ensuite, il faut que vous partagiez ce que vous avez fait. Donc, il faut que vous informiez les gens, que vous leur expliquiez bon, quel est votre programme, qu'est-ce que votre programme fait, les avantages au niveau clinique. Tout le monde aime un bon récit parce que c'est humain. Le fait qu'on peut aider les patients et leurs familles, des populations de patients, mais également la valeur pour le système de santé. Et ça, c'est parfois difficile parce que vous devez parler au public approprié. Comme l'a mentionné Dr. Rocker, il faut que vous parliez non seulement à vos pairs et à vos collègues, mais aller suffisamment plus haut pour rejoindre les véritables décideurs. Quand vous parlez de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire, vous allez également parler de ce que vous voudriez faire. Donc, il faut que vous ayez le même plan pour la croissance, l'alignement sur d'autres programmes. Ce plan doit être réalisable, doit être crédible, doit être susceptible de monter à l'échelle et vous devez pouvoir mesurer les avantages pour deux raisons. D'abord, pour pouvoir faire ce que vous faites, pour croire plutôt que pour savoir plutôt que croire, il faut que vous puissiez partager ces mesures. Les décideurs ne vont pas vous soutenir, ne vont pas vous envoyer des budgets, à moins que vous ne croyiez que vous puissiez faire ce que vous proposez de faire, à moins qu'ils ne croient que vous êtes digne de confiance, que vous êtes compétent et que votre plan peut monter en échelle, parce qu'eux ont des comptes à rendre aussi, il faut que ce soit mesurable. Ils ne veulent pas se sentir vulnérables, ils ne veulent pas penser qu'ils prennent des risques. Alors, plus vous pouvez réaliser un plan conforme à ces paramètres, mieux cela sera. Mettons que vous y êtes parvenu. Si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous passiez ces points en revue pour vous assurer que ces questions trouvent réponse. Alors, quant à maintenir les acquis, dans la réalité, comme vous le savez, vous êtes toujours menacé de disparition. Tout le monde dans le système de santé, vous le savez, cette année est pire que l'an dernier, on l'entend dire constamment, mais si nous sommes là depuis très longtemps, on sait que toutes les années sont différentes. Les budgets ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans, les pressions sont différentes, les réalités sont différentes. Ça varie d'un an à l'autre en fonction de certaines réalités externes, ce que les gouvernements, les déficits, etc. Et il y a peut-être des gens qui parviennent mieux à communiquer tel ou tel risque, des différences, mais il y a un cycle, ça se produit constamment. Alors, il faut continuer à démontrer les avantages de votre programme. Il faut que vous continuiez à expliquer aux gens à quel point vous êtes bon. Bon, ça ne peut pas être une seule personne au même endroit parce que vous allez fatiguer, vous allez lasser. Qu'est-ce qui accroît votre crédibilité? Les rapports annuels. Quelqu'un m'a un jour dit que vous êtes votre propre meilleur allié et je pense que c'est le cas parce que vous êtes fier de votre programme, vous partagez donc ce que vous faites et les objectifs que cela réalise. Mais vous pouvez également compléter cela donc par des articles dans la presse, des éditoriaux, demander à des patients de s'exprimer en votre nom, des groupes de défense des intérêts. Bon, il ne faut n'exagérer jamais, ne mentez jamais parce que vous allez perdre de la crédibilité. Donc, tous les alliés que vous pourrez trouver. Et vous devez continuer à mesurer le succès, mais tout en mettant la pédale douce après que les avantages initiaux ont été démontrés, parce que vous allez lasser avec vos mesures et vous n'aurez pas de capacité de mesurer d'autres choses. L'analogie parfaite, il y en a beaucoup. Nous savons maintenant, nous acceptons maintenant
que l'aspirine est efficace pour le syndrome coronaire aigu. Toutes les régions de santé, tous les établissements ne regardent pas les avantages de l'administration de la CA dans les infarctus de myocarde et ils croient sincèrement. Ils vont dire, est-ce qu'on fait, est-ce que, en fonction des patients reçus, mais le cycle se poursuit de la même façon pour votre programme, surtout si vous allez essayer des choses nouvelles, vous allez devoir les mesurer et il vous faut, je suppose, une capacité pour cela. On a fait allusion au développement et au renforcement de partenariats. Vous avez besoin d'amis, d'alliés qui vont également pouvoir non seulement vous conseiller, mais vous permettre de partager avec les autres. Même si vous n'avez pas un partenariat solide, vous voulez pouvoir plafonner la négativité. Lorsque vous faites une proposition, si le système de santé, c'est-à-dire les administrateurs, entendent quoi que ce soit, surtout des alliés, des collègues, etc., qui évoquent un conflit, montrant qu'il y a une idée différente, ils ne vont pas aller de l'avant parce qu'ils veulent la sécurité, ils veulent savoir que tous les experts sur le terrain croient la même chose. C'est pourquoi, en rétrospective, il faut vous assurer que tout le monde participe pour cette raison d'abord, et puis aussi pour s'assurer que ce soit la meilleure proposition. Et il faut que vous restez concentré. Ne faites pas plus que ce qui est important, même si vous vous sentez bien, parce que ça ne fait pas une grosse différence. Personne n'a démontré que c'est avantageux. Et ce faisant, vous devez être stratégique, même adopter même une approche presque tactique. Au début, lorsque vous avez des ressources très limitées et que ces petites choses font une différence, il faut presque être tactique à l'excès pour rester concentré. Dès que vous commencez à diluer, eh bien, les avantages potentiels sont également à risque. Cela va vous aider pour accroître votre capacité, savoir ce qui vous a permis de croître et d'étendre votre portée, d'élargir votre portée. Ensuite, si vous êtes dans cette situation où, en fait, quelqu'un envisage la croissance et ça commence à l'intérieur, ça, c'est la partie amusante. Donc, ça ne se produit pas toujours, vos rêves ne se réalisent pas toujours, mais c'est là où vous commencez à envisager les possibilités, à concevoir l'avenir, à influencer ce qui pourrait se produire. Et si vous réussissez, pendant cette partie, vous avez fait un énorme gain, vous avez acquis la crédibilité, la confiance. Les gens vont commencer à venir vous voir lorsque cela se produit dans d'autres milieux, à d'autres moments. Ça, ce sera impulsé par un plan. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait des gagnants et des perdants à court terme et donc des pauses pour nous assurer que vous accomplissez la tâche. Et des ambitions en bout de ligne, il faut qu'elles soient axées non seulement sur les patients et les populations de patients, mais également au niveau du système de santé. Alors, qu'est-ce qui ferait le plus de bien? Qu'est-ce qui offrirait le plus gros avantage, de plus de valeur? Donc, il y a toutes les questions, de savoir exactement de quoi il s'agit, mais également comment opérationnaliser, comment envisager les obstacles, etc. Donc, vous recherchez des gains rapides. Est-ce que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre? Parfois, une intervention unique, une politique unique peut avoir des conséquences très étendues, des avantages très étendus qui dépassent une ou deux ou trois choses. Dans notre exemple, j'ai regardé le reconditionnement par l'exercice. On va parler de réadaptation pulmonaire parce que ça, c'est centré uniquement sur la MPOC, mais on a marginalisé cela par rapport à la réadaptation cardiaque et le diabète et les affections rhumatologiques. Et c'est donc devenu un thème central. Quand nous avons organisé notre programme, nous avons la même modalité de prestation, mais on a donné à chacun un t-shirt de couleur différente. Par exemple, les défibrillateurs sont un peu plus proches de la population cardiaque, l'oxygène un peu plus proche de la population pulmonaire, mais nous avons pu, avec une intervention unique, obtenir une efficacité considérable dans plusieurs secteurs. Et enfin, est-ce que vous avez quelque chose, c'est un départ, un début, où vous pourriez améliorer ou, disons, vous permettre de vous approprier ce que quelqu'un d'autre fait. Ce que nous avons fait avec le travail auquel beaucoup d'autres gens ont consacré beaucoup d'efforts, la promotion de l'autogestion, de l'autoprise en charge, de l'auto-efficacité du point de vue du patient.
dernier élément que je voulais évoquer, quelques enseignements généraux. Ils ont été appris difficilement. Dans d'autres cas, ce sont des conseils que nous avons reçus. D'autres, il y a un désir, c'est une pratique vraiment de commencer chaque fois à partir de zéro. Il faut ce qu'on fait dans une autre province ou chez nous, ça ne s'applique pas à nous. Et ça, c'est presque un défaut. On peut comprendre, et tout le monde devrait personnaliser, certes, il y a des avantages dans l'emprunt, le vol, la copie, les efforts des autres. On revient au point où, quand on vous demande de commenter des programmes, des offres dans diverses villes, diverses provinces, au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, il y a beaucoup de thèmes communs. Certaines personnes ont très bien réussi, d'autres, on peut l'apprendre à ces gens-là, mais c'est un élément important. Il y a donc des leçons qui sont tirées des 19 programmes et des autres programmes qui ont été mis en œuvre. Donc au niveau fondamental, au niveau basique, c'est efficace de travailler comme ça parce que plus vous commencez au début, plus vous utilisez des ressources et vous vous fatiguez, vous lassez, et les gens autour de vous aussi. Vous pouvez également utiliser des visites sur place, faites venir quelqu'un qui va commenter ou vous générez un petit rapport qui accroît la crédibilité ou des examens externes des programmes. Les gens vont venir volontiers parce qu'ils veulent aider les experts externes qui peuvent vous aider non seulement pour voir la chose d'un point de vue externe, mais pour également participer avec vos propres administrateurs le fait que vous avez la crédibilité, vous essayez. Et donc, on a parlé de projet pilote. C'est plus facile d'obtenir un financement pour un projet pilote à court terme, mais ça peut parfois développer sur un financement plus durable. Entourez-vous de personnes compétentes. Si vous n'êtes pas entouré de personnes compétentes, vous avez un travail difficile. Une équipe faible, un membre faible fait une équipe faible. Si vous êtes entouré de personnes qui sont très efficaces, qui sont des leaders, qui font tout ce qu'il faut, c'est formidable. Nous avons réussi à mettre en œuvre un leadership de DIAD, une équipe, un administrateur faisant équipe avec un clinicien, médecin, infirmière, et toujours ensemble. Cela envoyait un signal d'harmonie interdisciplinaire interprofessionnelle, reflétait donc l'équipe, cela nous permettait d'interpeller des divers publics à certains moments. Dans certains cas, on ne veut pas le médecin sur place, dans certains cas, on ne veut pas l'administrateur, dans certains cas, on veut les deux. Il faut savoir écouter parce qu'il y a des moments où ce que vous essayez de faire, ça peut aider les autres. Et si vous pouvez régler plusieurs problèmes en faisant ce que vous vouliez faire, vous avez donc un ami ou un allié, vous avez fait donc du bien. Et enfin, il faut apprendre, et ça c'est le plus difficile, apprendre à être patient parce que ça prend du temps. Vous n'allez pas avoir un programme qui va réussir à grande échelle en un an, en un mois, encore moins d'un mois. Ça va être frustrant parce que vous allez avoir affaire à des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui cherchent activement à limiter les possibilités. Donc vous devez toujours comporter comme un leader. Vous obtenez rarement au début ce que vous voulez. Il faut donc gérer vos attentes, celles de votre personnel. Et ce faisant, vous allez créer la confiance. Mais en même temps, cela ne vous arrête pas d'être un promoteur, de toujours progresser, même si c'est à petits pas. Alors je m'arrête là et je rends la parole à Jennifer Verma. Jennifer Verma, merci beaucoup. Des observations très, très pratiques. Une quinzaine des 19 équipes participent aujourd'hui. J'espère que les autres équipes participeront demain. Mais ça, ce sont des conseils très, très pratiques en un moment où on réfléchit précisément à ces questions. L'une des questions qu'on a posées, de quoi les équipes ont-elles besoin? Maureen de Health PI a déclaré qu'il faut des ressources permanentes au-delà du projet. Alors donc, dans quelle mesure avez-vous pu obtenir cela depuis les idées d'amélioration initiale, le projet pilote et la permanence?
je sais que c'est la question que beaucoup de gens se posent parce que le financement initial n'est plus là. Dr Marciniuk, je serai concis. Moi, j'utiliserai les résultats de ce projet initial en espérant qu'il y aurait des avantages démontrés. Vous n'allez pas sans doute pas avoir une analyse coût-bénéfice complète, mais vous pouvez utiliser les données que le Dr Rocker et son programme ont réunies pour vous aider. Vous devez parler à vos subordonnés, aux administrateurs pour dire, bon, on a fait ceci, c'est bien, finançons ça pendant 1 an, prolongeons le projet pilote, peu importe, et peut-être développer, repositionner. Deuxième élément, vous pouvez aussi envisager d'autres personnes qui pourraient fournir un financement initial. Comme le Dr Rocker, nous avons eu la chance, les compagnies pharmaceutiques étaient disposées à investir un petit peu d'argent au début pour nous permettre de démontrer certains avantages supplémentaires. Pas dans les 6 mois, les 12 mois après le tout premier, on a dit, écoutez, pensons plutôt à 18-24 mois, cela prolonge un peu plus. Et une fois que vous avez démontré la valeur, mais à petite échelle, on n'a pas réglé le problème de la MPOC, mais on s'est concentré sur une population à forte intensité, à forte utilisation. Et en même temps, on a convaincu, non seulement au niveau local, mais au niveau provincial, bon, ce financement de base a été obtenu par parcellaire d'abord, et au fil du temps, on est arrivé au point où nous en sommes maintenant. Et une fois qu'on a donc une identité et que cette marque est très positive, eh bien, votre travail est un peu plus simple parce que les gens veulent venir travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci pour cette belle image qui est une belle transition à Stephen Samis qui va nous parler un petit peu donc du thème de la conversation, donc les obstacles à la transposition et à l'innovation à grande échelle et certaines considérations au fur et à mesure que les équipes mettent au point ces éléments. Stephen Samis, merci beaucoup. Merci beaucoup au Dr Rocker et au Dr Marciniuk. Ce que je vais évoquer pour présenter donc un argumentaire a déjà été évoqué dans les diapositives que vous avez déjà présentées. Alors donc, le groupe fédéral sur l'innovation, que Jen Verma fait allusion, évoquait plusieurs obstacles à la transposition de l'innovation à grande échelle dans le contexte canadien. Voici un sommaire essentiellement des obstacles. Et dans son rapport, le groupe a également noté Inspired comme modèle de soins qui avait, semble-t-il, surmonté ces obstacles. Et grâce à votre travail dans le projet collaboratif, vous avez pu démontrer qu'il est possible d'adapter et d'adopter de nouvelles façons donc, de travail, nouvelles méthodes de travail et de prestation de soins. Donc, dans l'environnement canadien de prestation de soins, nous avons déjà démontré que nous pouvons aller plus loin et passer donc à l'adaptation, à l'adoption de nouvelles méthodes de travail. Comment? Notamment en raison des cycles, grâce au cycle PEEA, comme façon d'envisager l'amélioration. Il serait juste de dire que bon, ce que nous voyons dans cette diapositive, c'est une sorte de représentation graphique de ce que le Dr Marciniuk évoquait dans sa diapositive sur les hypothèses. En passant donc de cette diapositive sur les hypothèses de cette diapositive-ci, vous verrez exactement ce que nous voulons faire et la réévaluation, la revue d'un plan stratégique, la remobilisation, puis le progrès. Et pour les équipes, nous en sommes à la phase donc de la mise en œuvre et comment pouvons-nous utiliser la méthode PEEA pour passer donc à une échelle supérieure? Il s'agit notamment de la mobilisation. Il s'agit de planifier qui doit participer, qu'est-ce que vous devez faire, dans quel délai, de quel délai disposez-vous, comment démontrer des impacts comme le Dr Hawker l'a fait, et puis comment pouvez-vous ensuite développer votre programme dans une évolution constante. C'est ça qu'il faut pour monter à l'échelle. Alors, les conditions préalables à la mise à l'échelle. Donc, encore une fois, je crois que cela résume bien bon, il s'agit d'un sommaire donc de Moving the Scales par l'ISI. Essentiellement, on dit ce que Darcy et Graham viennent de dire, surtout ce que Dr Marciniuk évoquait. Il faut que ça soit une priorité organisationnelle. Vous ne pouvez pas nager à contre-courant. Et vous devez tirer parti d'une priorité au sein de l'organisation. Vous avez besoin du soutien de la direction,
mais vous avez également, il faut parfois développer cet engagement et c'est parfois en démontrant la valeur, si possible, qu'on peut obtenir cette adhésion et cet engagement et qui manque parfois. Et puis, il faut connaître votre organisation. Certains des éléments qu'on vient de voir sur la diapositive des acquis, des leçons apprises, il faut savoir à qui parler, quand leur parler, comment les mobiliser. Alors, voici ce que nous essayons de faire, c'est très important. Ceci représente ce que nous mesurons depuis le début du projet. Ça crée les conditions gagnantes pour la diffusion et la mise à l'échelle. Il s'agit du triple objectif. Améliorer la santé de la population, améliorer l'expérience des patients en matière de soins et réduire le coût des soins par habitant. C'est ainsi que nous avons mesuré pendant tout le projet collaboratif et il faut que cela continue dans l'avenir, comme le Dr. Rocker et le Dr. Martignuc l'ont montré. Alors, une bonne analyse de rentabilisation, par conséquent, un bon argumentaire doit montrer que le projet correspond aux priorités de l'organisme, notamment dans le cadre de triple objectif. C'est une excellente façon donc d'étayer vos arguments. Vous voulez améliorer la santé de la population, améliorer l'expérience des soins pour les patients et en avoir davantage pour votre argent dans des systèmes que nous avons déjà. Il faut que ça soit conçu et grâce à la démonstration du travail que vous avez déjà accompli, dont vous avez démontré la faisabilité, il s'agit de fonder sur cela. Encore une fois, donc, le RCP que nous avons évoqué, dont le Dr. Ocko parle dans sa diapositive, consiste à accroître la valeur du point de vue de... il s'agit d'une situation qui n'est pas gagnant, qui n'est pas perdante, qui ne peut pas perdre. Et ça remonte exactement à ce que disait le Dr. Marciniuk. Les attentes que vous énoncez, il faut faire très attention à ne pas trop promettre et ne pas tenir les promesses, mais au contraire, faire le contraire, l'inverse, et de façon très, très intentionnelle et soigneuse. Donc, une analyse de rentabilisation typique contient, d'abord une description d'organisation, l'imbrication dans les priorités, la façon dont ce projet permet à votre organisation d'évoluer dans une direction qui a déjà été fixée. On en revient donc au plan annuel, aux façons dont l'organisation présente des rapports, aussi bien à elle-même, à l'interne, qu'à l'externe, au grand public, sur ce que vous essayez de réaliser. Vous devez expliquer très clair, exposer très clairement la description du projet, les éléments de votre plan de pérennisation, tous les éléments financiers et les mesures d'amélioration, les éléments donc de l'évaluation, comment allez-vous gérer cela, superviser, surveiller la diffusion, la mise à l'échelle et avec le processus d'approbation, à quoi cela ressemble-t-il? Et cela fait l'écho de bon nombre des leçons qui ont été présentées par le Dr. Rocker. Tout cela revient et nous avons été fixés sur cela pendant le projet collaboratif, l'importance des données. Lorsque le Dr. Rocker a présenté les données, vous voyez des arguments irrésistibles qu'on a sous les yeux. C'est impossible d'ignorer cela. C'est pourquoi les données sont très, très importantes. Comme l'IHC a dit, l'amélioration est infinie. Nous devons en faire une priorité, mais nous devons également en faire une situation gagnante-gagnante. Alors, donc, je m'arrête pour voir s'il y a d'autres questions. Jennifer Verma. Bon, il y a une ou deux questions, donc, du C3S Pierre de Sorel. On espère donc que chaque équipe pourra pérenniser ses propres projets, mais chacun a sa progression, créer les conditions gagnantes, réaliser les gains initiaux. Si on demandait à tout le monde, on l'a fait dans le rapport finaux, quels étaient les changements les plus importants que vous avez constatés au cours du projet collaboratif. La question est différente. Et il importe d'y réfléchir. Est-ce que ceux qui détiennent donc quels sont les véritables résultats que l'on voudrait voir réalisés pour pérenniser des résultats? Quels sont les résultats qui sont importants? Est-ce que vous mesurez quelque chose qui pourra vous permettre de vous concentrer sur ce genre d'indicateurs? Bon, Wendy Lafombas de l'hôpital d'Ottawa, Sherry de l'hôpital d'Ottawa va nous parler demain plus en détail.
pour la pérennisation et l'échelle. Elle dit de façon très, très pratique, même si nous avons des données sur 12 mois, on réussit très bien au niveau du projet collaboratif. On est l'un des premiers candidats pour rejoindre un certain nombre de patients. Il recueille des données pour présenter une analyse des coûts à leurs administrateurs. C'est l'un des ingrédients manquants pour démontrer le rendement des capitaux investis, capital investi. Il y a plusieurs rencontres. Beringer Oberheim, Dave Thompson, gestionnaire d'Ottawa, a été organisé avec le RLISS à Ottawa. Donc, tirez parti de vos alliés, de vos partenariats, de vos amis. C'est critique à l'heure actuelle d'établir l'équilibre entre la nécessité de la mesure, le type de mesure, et de façon très stratégique, des décisions très importantes pour vous permettre de faire en sorte que les gens qu'il faut fassent ce qui doit être fait. Donc j'encourage d'autres participants à intervenir, mais dans les quelques dernières minutes, nous avons un ou deux exemples de ce que nous avons acquis collectivement. Nous sommes en train de procéder à une évaluation intégrale. Nous avons tous vos rapports, les données de sondage, nous procédons à des entrevues au téléphone, nous procédons à nos propres calculs. Donc plus, il y en viendra plus, mais nous voulions vous faire part d'un ou deux points saillants au niveau de la portée des réadmissions et de ce que les patients tirent de leur expérience Inspired. Alors je rends la parole à Stephen Samis. Stephen Samis, oui. Alors c'est là où nous en sommes. C'est ce que nous avons réalisé collectivement grâce au projet collaboratif. C'est vraiment remarquable que nous avons dans une période très courte. Nous avons maintenant 670 patients inscrits un peu partout au pays. Mais comment transformer ces 670 en 1670 et en 16 700? Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à développer ça et faire que ce soit donc la norme pour le soin des personnes atteintes de MPOC? Alors, à présent, nous allons demander à Graham Rocker de nous exposer un peu plus les données qui peuvent nous aider à présenter cette analyse de rentabilité. Jennifer Verma. Bon, avant de parler des données de réadmission, nous allons vous rendre la parole un instant. Graham Rocker. Bon, alors cette analyse a été réalisée il y a un an environ. Une cohorte de patients qui avaient acheté, qui avaient donc survécu le plus longtemps. Je serais intéressé de savoir, bon, nous avons des données donc sur 6 mois. Mais qu'est-ce que ça donnerait si on remontait en arrière un an, si on projetait sur un an? Ce que démontre cette diapositive, et ça je crois que c'est important, pour surmonter certains des arguments qu'on pourrait vous opposer en disant oui, mais on s'attendrait à une réduction après l'admission. Ce n'est pas tout le monde qui est réadmis. Si vous songez donc aux 12 mois, la moitié supérieure de la diapositive, vous j'ai séparé donc, en période, donc 1 an à 6 mois avant Inspired, 6 mois au moment de l'admission, et vous pouvez voir qu'il y a une accélération d'utilisation des installations. Plus on approche de l'indice d'admission, Inspired. Et ça, je crois que c'est important parce que pour les personnes qui sont dans les catégories 4 ou 5 aussi, on s'attend à ce qu'une fois que l'admission, qu'ils soient admis au programme, ils vont utiliser les services de façon plus fréquente et cela est une démonstration que c'est effectivement le cas. Donc, rester pendant plus longtemps que les 3 mois et nous allons donner des données sur 3 mois, peut-être sur 6 mois. Quand je considère ces données sur 12 mois, donc, vous pouvez voir le genre de changement en rouge. Sur les 6 mois, il y a donc une réduction de 72% et au-delà, même, sur toute l'année, 50-60% de réduction. Alors donc, si l'accélération du recours aux services au fil du temps, c'est cela que nous pouvons inverser. Bon, quand on considère certaines des données
dans les projets collaboratifs. Alors, voilà les données sur 146 patients, 6 équipes. Donc, le nombre d'admissions 90 jours avant, 90 jours après. C'est assez éloquent. 180 admissions auparavant et seulement 33 après. Donc, il y a un impact assez fort. Et les patients sont les mêmes genres de patients que nous avons vus à Halifax. Je ne peux pas affirmer qu'ils le sont, mais ça a vraiment très, très bien fonctionné. Donc, si c'est une cohorte, on pourrait s'admettre à ce qu'il y ait des réadmissions à un niveau beaucoup plus élevé que 33 contre 180. Jennifer Verma, merci beaucoup, Dr. Rocker. Alors, je rends la parole à Stephen Simmons. Merci beaucoup, Dr. Rocker. Alors, vous voyez donc une bonne idée de la façon dont vous pouvez utiliser les données à votre avantage. Et vous pouvez également... Bon, les rapports qui sont déjà dans l'environnement, le rapport qui est apparu hier de Walter Woodchus en Ontario, qui encore une fois a démontré que 5% des Ontariens représentent 65% des dépenses de santé. Et encore une fois, ce rapport notait, comme vous le savez tous, que les ressources consacrées aux utilisateurs au coût élevé, y compris l'hospitalisation et les soins de longue durée. Donc, encore une fois, cela s'inscrit dans la base de connaissances croissante sur la santé au pays. Nous ne donnons pas les bons soins au bon moment aux bonnes personnes et nous en payons le prix. Et vous démontrez, grâce à vos données, au genre de données que Graham Locker vient de démontrer, vous avez donc démontré les arguments pour y parvenir. Donc les données quantitatives sont cruciales, absolument cruciales. Vos financiers voudront les avoir. C'est un élément essentiel de l'analyse de rentabilité. Tout aussi important, les données qualitatives. Donc, les données qualitatives interpellent notre cœur, alors que les données quantitatives interpellent notre esprit. Ne sous-estimez pas l'importance des données qualitatives, les récits personnels, ce que ça signifie pour leur famille. Ça, c'est pour ça que vous allez au travail tous les jours, pour améliorer la vie des patients et de leur famille, que vous pouvez démontrer de façon qui interpelle vraiment le cœur que vous êtes parvenu à le faire, comme ces citations. Maintenant, je peux réfléchir à toutes les possibilités qui s'offrent à moi, à la façon intelligente de faire les choses. Je suis même reparti travailler et on m'avait envoyé un ange. Pouvoir aller au mariage de ma fille, c'était le plus jour de ma vie. Sa femme, non, c'était le plus beau jour de notre vie à tous. J'ai retrouvé une qualité de vie que je pensais avoir perdue. Donc, ce genre de données, d'expériences qualitatives sont vitales et doivent être incorporées dans votre analyse de rentabilité. Cela ne remplace pas les données quantitatives, mais les complète. C'est parfois c'est le point de bascule en disant oui, c'est ce qu'il faut faire, allons-y, on le fait. Alors donc il faut toujours se rappeler donc les récits des patients et une autre façon dont la fondation de la FCASS s'intéresse à mettre ça en avant et à préparer le terrain. Nous nous intéressons à réaliser des vidéographies avec vos patients, de parler à des patients, à des proches qui ont participé à la collaboration dont la vie a été interpellée par ce que vous voyez à l'écran pour essayer de créer certaines de ces données qualitatives. Jennifer Verma, eh bien, voilà un excellent point d'orgue pour notre appel. Nous revenons demain pour reprendre cet entretien. Nous allons entendre les équipes, surtout l'équipe d'Ottawa, l'hôpital d'Ottawa, Joseph Brand, différents points de vue qu'antérieurement de la Nouvelle-Écosse, du réseau de Graham. Nous allons entendre un point de vue administratif sur les questions que Darcy a évoquées de façon tellement utile en début d'appel. Alors, remercions les conférenciers d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Je vais également partager quelques points saillants demain des dates clés à venir, car nous voulons trouver des possibilités de poursuivre cet entretien afin de nous aider collectivement à négocier ce paysage délicat qui consiste à parvenir à améliorer ce que vous avez encore fait tout en le pérennisant. Merci et à demain.